considérations ont tendance à devancer ses désirs. Il y avait 17 ministres de la République, Raffarin en personne, qui était au CRIF le week-end dernier, qui m'accuse maintenant, parce que le CRIF, il faut toujours toujours leur lécher le cul à cette équipe de malfrats, de cette mafia qui est en train d'entraîner la République française dans la guerre civile, qui continue à faire ça. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec un noir pendant 10 ans. Ici même, d'ailleurs, Casino de Paris. Oui. Non, ça s'est bien passé. Hein. Bon, c'est peut-être le fait d'avoir travaillé avec un juif qui l'a traumatisé, je ne sais pas. C'est peut-être de ma faute, hein, s'il est devenu antisémite. Enfin... ouais. Non, c'est vrai que je suis un petit peu taquin. Hein. Bon, mais je l'avoue, quoi. C'est vrai que... Hein, je me souviens un jour, il faisait sa sieste dans sa loge, là, pendant qu'il dormait, pour rigoler, quoi. J'avais posé une kippa sur la tête. Pour voir ce que ça fait un rabbin noir, quoi. Mais non, ça lui a pas plu. Quand je travaille pour faire un film sur la traite négrière et que les autorités sionistes, parce qu'aujourd'hui dans le cinéma ce sont les autorités sionistes qui me répondent ça n'est pas un sujet de film, c'est-à-dire avec l'argent public on fait 150 films sur la Shoah, moi je demande d'en faire un sur la traite des Noirs, on me dit ça n'est pas un sujet de film. C'est une guerre qui est déclarée culturellement au monde noir. Et il est normal que le monde noir réponde et dise non, nous ne nous soumettrons pas à votre pouvoir. Bon, vous pouvez continuer par votre argent, par votre puissance économique de nous humilier. Non mais il a raison, hein. Moi je lis, hein, j'entends un peu ce qu'il dit. Hein. Je vous préviens d'ailleurs, on ne sait jamais, hein, il y a un réseau juif, hein, il y a un lobby juif. Hein. Ah ben le juif est partout. Hein. Le juif est intégré partout dans la société. Hein. Vous allumez la télé, il y a du juif. Le juif est sur scène, peut-être, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas, le juif est partout. Vous allez, je ne sais pas, vous faire soigner, vous tombez 2 fois sur 10, c'est le docteur Bénichou. Vous allez dans une banque, c'est le banquier Cohen. Vous jetez de l'argent dans la rue, par terre, plusieurs personnes se jettent dessus, c'est des juifs. Hein. Mais c'est connu, ça. Hein. Lorsqu'on parle justement de toutes ces questions, il y a un nom maintenant qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est celui de Dieudonné. Alors on va pas faire une heure là-dessus, mais comment percevez-vous justement le parcours de Dieudonné qui vient des mouvements antiracistes, qui s'est même dit anti-communautariste et qui malgré tout n'a pas hésité à reprendre certaines thèses de Farrakhan et tout ça. Écoutez, moi je suis pas psychanalyste. Ouais. Concernant Dieudonné, il me semble qu'il y a surtout beaucoup de confusion. C'est la raison pour laquelle il est très souvent difficile de comprendre où ils vont venir. Il y a beaucoup de sous-entendus aussi, ce qui ne permet pas forcément de comprendre quel est le fond de sa pensée. Ces sous-entendus sont effectivement très souvent orientés vers des thèses antisémites ou conspirationnistes. Il me semble que dans le cas de Dieudonné, on ne peut pas non plus faire comme si on avait un antisémite ou un conspirationniste né. C'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre les choses de manière dynamique, voir le processus de radicalisation dans lequel il s'est enfermé, entre le moment où il a commencé à être en bisbille avec un certain nombre d'organisations antiracistes ou communautaires, et puis aujourd'hui où il envoie un certain nombre de signaux au Front National, des organisations groupusculaires. Bon, je crois qu'en 3 ou 4 ans, c'est quelqu'un qui a changé, mais qui a changé parce que déjà, à l'origine, il était plutôt faible sur ses positions politiques ou théoriques. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que ça en dit long sur la faiblesse politique de l'antiracisme. C'est-à-dire que si on veut passer aussi facilement de l'antiracisme à quelque chose qui s'assimile à de l'antisémitisme ou au conspirationnisme, c'est bien parce que la matrice antiraciste est une matrice qui est d'abord différentialiste, qui est très souvent en contradiction avec le républicanisme le plus élémentaire, et puis qui a tendance aussi à avoir des victimes pour certaines catégories et à refuser le statut de victime pour d'autres catégories de la population. Et le parcours de Dieudonné est emblématique, mais à mon avis, non seulement il n'est pas isolé, mais il ne le sera pas. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas, hein. Mais alors, vous votez Le Pen ? Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyée vu qu'elle était en phase terminale. Bon, enfin d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen ?
Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent mon gars dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez. Dites-moi, Michou, vous ne serez pas un petit peu communiste? Justement, on parlait tout à l'heure du politiquement correct, et puis là on parle de la dérive d'un Dieudonné. Pour mettre fin à toute discussion aujourd'hui, on invoque tout et n'importe quoi, et notamment la lepénisation des esprits. Oui. Qu'est-ce que cette expression recouvre pour vous? C'est-à-dire que la lepénisation des esprits, c'est une expression à l'origine de Robert Badinter, qui a ensuite été en fait massivement reprise par les associations antiracistes comme le MRAP ou la Ligue des droits de l'homme, et puis par un certain nombre de courants néo-gauchistes. Je pense en particulier à quelqu'un comme Pierre Thévagnan, qui a commis un certain nombre d'opuscules qui décrivait effectivement le champ intellectuel et politique comme en proie à la lepénisation des esprits. Moi, j'ai jamais été vraiment convaincu par cette formulation et par cette hypothèse, parce que les adversaires, en tout cas les personnes qui étaient nommées comme étant en voie de lepénisation, étaient souvent des gens qui, de mon point de vue, qui n'étaient pas du tout précisément pris dans la tenaille du discours frontiste, ou qui avaient la moindre volonté d'éthniciser le discours politique. Alors, il me semble que la lepénisation des esprits, c'est d'abord et avant tout un processus d'intimidation intellectuelle qui a été utilisé par le camp antiraciste et par un certain nombre de personnes à gauche. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, dans le champ politique, il y a, sur la question de l'immigration, à mon avis, un discours dominant qui s'est développé et qui consiste à penser que, globalement, l'immigration a échoué et que la plupart des immigrés ne sont pas assimilés en France. Alors, c'est pas dit comme ça parce que le terme assimilation est devenu de plus en plus tabou et un gros mot. C'est devenu un gros mot, oui. Moi, je suis sur une position exactement contraire, c'est-à-dire je pense que l'assimilation a réussi, ce qu'on peut très largement, très facilement mesurer par le niveau de maîtrise de la langue française, le niveau de fécondité des femmes après une ou deux générations, le niveau d'ouverture au mariage mixte, etc. Ce qui a échoué, c'est l'intégration économique et sociale. Mais sur le plan culturel, de très rares exceptions près, l'assimilation, c'est un processus extrêmement lourd et qui fonctionne parfaitement en France, principalement à mon avis parce que la scolarisation publique produit des effets extrêmement puissants et parce que le modèle de la laïcité est un modèle aussi qui produit des effets assez structurants, même s'ils ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. Alors ce modèle de l'assimilation est un modèle qui a été abandonné en fait en tout cas dans le discours par le personnel politique. Et par conséquent, je suis pas sûr que la réalité de la question de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation soit correctement abordée par la plupart des responsables politiques. D'où le boulevard, en fait, qui est laissé à un discours extrêmement pessimiste, qui s'est développé très largement après le 11 septembre 2001 et qui, mon point de vue, comme par exemple un responsable politique comme Philippe de Villiers est un bon exemple, qui consiste à fantasmer complètement des banlieues en proie à des bandes ethniques, à l'islamisation radicale, etc. Je ne nie pas qu'il y a de l'islamisme, mais pour moi c'est un phénomène qui peut être traité très très largement par les services policiers, qui est plutôt bien traité d'ailleurs par les services policiers, par les services de renseignement. Mais il y a une forme de cécité à voir que l'assimilation en tant que processus lourd fonctionne globalement aussi bien pour les personnes d'immigration récente qu'il a fonctionné il y a plusieurs décennies. Je crois, moi, qu'il faut dénationaliser l'histoire de France. Il faut dénationaliser l'histoire de France, c'est-à-dire d'abord, il faut arrêter avec le mythe des Gaulois. Les Français ne sont pas les héritiers. Dire qu'aujourd'hui, il y a un air de famille entre ce qu'on vit dans les banlieues et la situation coloniale qu'ont vécu les grands-parents, peut-être souvent des jeunes gens qui y vivent, ça a quelque chose de parfaitement évident. Je crois qu'il faut faire exploser, je dis bien exploser, cette identité franco-centrée. C'est magnifique. Allahu Akbar, cousin. On va les baiser. Tu veux ça? Regarde, on est où? On est à Jérusalem. Parce que là, c'est dans la montée des tirs, on se croirait à Jérusalem. Il
Il y a eu 2 petits qui sont morts. 2 petits frères à nous. 2 petits. Là, 2 petits et une mosquée. Franchement, je vous dire une chose, c'est que là, c'est trop. Mais on a l'impression quand même que pas mal de mouvements à gauche, et notamment des mouvements dits antiracistes, se sont convertis au multiculturalisme et au relativisme culturel ou au différentialisme. Et Pierre-André Taguieff, que vous citez à un moment donné, je crois, dans votre livre, avait écrit un livre sur la nouvelle droite et Alain de Benoît, et c'était assez curieux parce que de voir comment aujourd'hui les textes qui pouvaient être écrits par un Alain de Benoît auraient très bien pu aujourd'hui en tout cas émaner de groupes gauchistes ou antiracistes. Comment l'expliquez-vous ça? Moi je constate que la matrice intellectuelle de la gauche qui était le marxisme s'est complètement effondrée, et que la réorganisation de la gauche sur le plan idéologique s'est faite en substituant à la matrice du marxisme la matrice du multiculturalisme ou du multicommunautarisme politique, pour être plus précis. Parce que si on définit par le multiculturalisme le fait que différentes religions ou différentes cultures puissent coexister dans l'espace privé, ça ne pose de problème à personne dès lors qu'elle respecte l'ordre public, si vous voulez, ou la loi. En France, on peut avoir des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, ça pose de problème à absolument personne. Et sur le plan légal, ça n'en pose aucun. Ce qui pose un problème, c'est quand on a la communauté nationale qui se fragmente politiquement sur des bases communautaires. Et il me semble que la gauche, que ce soit l'extrême gauche ou la gauche social-libérale, en substituant au marxisme la grille du multicommunautarisme, a pris une responsabilité qui est très importante. Et en substituant à la figure du prolétaire, de l'ouvrier, celle de la minorité victimaire, a aussi fait un choix politique qui était très lourd. Alors, il est évident effectivement que ce choix a entraîné un certain nombre de conséquences plutôt fâcheuses ou hasardeuses, qui est que aujourd'hui, quand on lit un certain nombre de propositions, de textes, de déclarations de responsables de gauche ou de gauche radicale, effectivement, s'il n'était pas signé par telle ou telle personnalité, on pourrait se demander, il serait difficile de les placer sur l'axe politique, et parfois on pourrait être tenté de les classer dans la droite multiculturaliste ou à l'extrême droite, du type Alain de Benoît, effectivement. Mais quand on prend un mouvement comme les Verts, par exemple, moi je constate que les Verts, depuis leur création d'ailleurs, soutiennent à peu près toutes les revendications ethno-régionalistes possibles et imaginables, y compris en Corse, par exemple, et que ça ne les empêche pas de professer un antiracisme militant, alors qu'il est quand même de notoriété publique que le mouvement nationaliste corse n'est pas spécifiquement antiraciste. Enfin, l'antiraciste à géométrie variable. Ouais. Il y a eu un texte d'ailleurs que j'ai pu lire sur le site de l'Observatoire du communautarisme qui montrait bien le syncrétisme idéologique qu'il pouvait y avoir entre une certaine gauche social-libérale ou vers même une droite libérale. Ce texte mettait en opposition, après les émeutes, des écrits de Didier Lapéronie et Laurent Michieli et un édito d'Alain Duhamel. Et c'est assez frappant en effet de voir comment les deux peuvent se scinder, quoi. C'est assez frappant. C'est ce qui est assez frappant aussi dans les nouveaux chercheurs en sciences sociales, dans une grande majorité de ces chercheurs, c'est le fait que, parfois sans l'apercevoir, ils ont une grille de lecture qui est extrêmement ethnique. C'est-à-dire que ce qui me frappe chez beaucoup de sociologues ou de pseudo-sociologues, c'est par exemple la manière dont ils ont analysé les émeutes de l'automne 2005. D'abord en niant toute dimension ethnique à ces émeutes, pour se différencier ou se démarquer d'un certain nombre de discours de droite, tels que ceux de Nicolas Sarkozy ou de philosophes comme Henri Finkielkraut, puis dans un second temps, en donnant une grille de lecture extrêmement ethnique aux émeutes, en expliquant que tout, ou quasiment tout, était lié au fait que les émeutiers étaient discriminés en fonction de la couleur de leur peau, ou subissaient des discriminations d'ailleurs très difficilement mesurables ou vérifiables, en fonction de caractéristiques communautaires. C'est toute la thématique de le colonialisme dans les quartiers, qui est la grande thématique des indigènes de la République, mais pas uniquement. Et j'ai rencontré beaucoup de sociologues qui sont dans cet état d'esprit d'abord nier la dimension ethnique, puis l'injecter par le discours victimaire en fait. Et c'est souvent la ruse en fait d'une forme de pensée bourdivine, enfin de Bourdieu assez mal digérée, il me semble. Je suis assez plutôt concerné d'ailleurs par le niveau des sciences sociales globalement dans ce pays. Et il suffit d'ailleurs de regarder un peu les sujets de prédilection des chercheurs en sciences sociales pour constater la prédominance de l'immigration
ou des immigrés dans les sujets qui sont ceux des jeunes chercheurs, et puis le fait que d'autres catégories sont complètement délaissées, comme si c'était impossible de réfléchir sur tel ou tel ouvrier, sur telle ou telle catégorie de la population. Il y a un prisme quand même qui est très très particulier, qui est vraiment idéologique quand même, il faut bien le constater. Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas. Alors que la loi sur l'égalité des chances est donc une loi raciste et postcoloniale, les mobilisations se sont centrées uniquement sur la question du CPE. Alors ce qui est clair avec cette mobilisation, en dehors de son effet éminemment positif, puisque d'ailleurs le gouvernement est en train de reculer, c'est qu'il a exclu de fait, en excluant la problématique du racisme et du postcolonialisme, il a exclu de fait une partie de la population française, plus précisément ceux qui habitent les quartiers, ceux qui sont noirs, ceux qui sont arabes et ceux qui sont musulmans. S'il y a en France un phénomène communautariste qui corresponde à peu près aux définitions qu'on donne du communautarisme, c'est le communautarisme majoritaire. Le communautarisme blanc, le communautarisme gaulois. Là se pose le problème, en l'occurrence celui de la nécessité d'une autonomie politique de ces populations, c'est-à-dire que ces populations stigmatisées... Des petits groupes qui n'ont rien à voir avec les manifestants s'en prennent au commerce, aux voitures. Les manifestants sont eux aussi pris pour cible, comme ce jeune homme qui tombe à terre, roué de coups par une dizaine de... Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas. Vous venez de citer justement les indigènes de la République. Alors pour ce groupe qui est, semble-t-il, très symptomatique donc de la crise idéologique que traverse une partie de la gauche en France, pour ce groupe donc la République est éminemment raciste et colonialiste. C'est-à-dire que on ne se contente plus de désigner les manquements de la République, mais on remet en cause les principes fondamentaux même de la République. Comment percevez-vous justement l'émergence d'un tel groupe? Pour moi, les indigènes de la République, c'est une forme de fusion entre le communautarisme, multicommunautarisme politique et le discours dénonciateur de l'extrême gauche. C'est pour ça qu'il y a dans l'appel des indigènes de la République une espèce de jouissance à nommer le mal et en plus à dépeindre une réalité qui est quand même catastrophiste. Il y a une forme d'apocalyptisme dans le texte de l'appel des indigènes, une description qui est extrêmement radicale des institutions républicaines, et puis aussi une description qui me paraît effectivement, de par son radicalisme et sa noirceur, aller à l'encontre de ce que je pouvais dire auparavant, c'est-à-dire par exemple le fait que l'assimilation finalement continue à être un système qui fonctionne. Et je crois qu'il y a quand même une dimension, malheureusement, bon, et c'est faire de la psychanalyse de comptoir que de le dire, une dimension extrêmement narcissique dans tout cela. Si on fait la sociologie rapidement, je pense des principaux instigateurs de l'appel des indigènes de la République, on voit beaucoup de gens quand même qui sont embarqués dans des aventures qui me semblent plus narcissico-personnelles que purement politiques. Et qui ont tendance à peut-être à mal digérer des histoires personnelles et à les retraduire politiquement en haine absolue de la République et de la nation, qui serait pour eux le simple synonyme d'un universalisme mensonger, un universalisme républicain mensonger qui n'aurait fait au cours de l'histoire qu'opprimer finalement toutes les minorités possibles et imaginables, à l'exception évidemment de l'homme blanc, catholique, hétérosexuel, etc., qui est la catégorie repoussoire par excellence. C'est-à-dire que quand vous êtes homme, blanc, hétérosexuel et catholique ou athée, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se taire, en réalité, dans ce système. Quel que soit d'ailleurs ce que vous avez à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une forme de conformisme dans ce discours, parce que quand on regarde bien, il épouse une très grande partie de ce que j'appellerais l'internationalisme factice du capital, qui est celui de la plupart des grands médias, des grandes firmes, qui consiste à préférer aux solidarités collectives issues de pactes établis, constitués dans le cas d'État-nation après la Seconde Guerre mondiale, des systèmes tout à fait différents, où on survalorise une forme de cosmopolitisme quand même très très romantique, où on laisse la plupart des protections collectives à volo, en tout cas on organise leur mise à l'écart ou leur destruction, tout ça sur un fond de discours effectivement de repentance, de haine de soi, ou en tout cas pas nécessairement de haine de soi, mais parce que ce qu'on appelle la haine de soi pour moi est parfois mal défini. C'est d'abord le fait de s'ériger en figure morale, en figure hyper morale, d'observateur privilégié qui consiste à expliciter
un certain nombre de dysfonctionnements, et ensuite à critiquer les voisins ou les concurrents qui sont eux haïssables, à qui pour lesquels on peut décerner un permis de haïr. Et de ce point de vue-là, les indigènes de la République sont à mon avis un des paroxysmes en fait de la rencontre entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'idéologie du multicommunautarisme, qui est en profonde rupture avec la philosophie républicaine, qui ne voit que des individus égaux en droit et en devoir, et puis un discours de l'extrême gauche qui a préféré au fil des années, mais c'est vrai l'extrême gauche depuis très longtemps, jouir de la dénonciation infinie des problèmes sociaux que aider à les résoudre.